Hello YouTube, on se retrouve pour une vidéo Diablo 4 et on va parler de build. La saison arrive à grands pas et du coup il va falloir savoir un petit peu vers où on veut se diriger quand on veut jouer nos classes. La dernière fois je vous parlais d'un build mid-game Blizzard qui permet assez facilement de passer le T4. Du coup ici on va parler d'un build un peu plus orienté endgame avec plus de prérequis en unique notamment et un tableau de parangon un peu plus avancé. Ça s'orientera pour le niveau 75 plus, on va dire environ. Et c'est un build qui va se passer sur l'élément électrique, donc sur la sphère foudroyante. Du coup, le build sphère foudroyante, on va en trouver plusieurs variantes. En termes de gameplay, c'est assez simple, ça a le mérite d'être un build qui est très robuste, où on va pouvoir face tank assez facilement des gros packs de mobs, etc. Beaucoup moins fragile en tout cas que les builds orientés glace, et qui va jouer notamment sur l'étourdissement. Donc les deux variantes vont dépendre principalement de votre clé passive principale. Soit vous allez vous orienter sur la virtuosité de Vir, qui va vous donner beaucoup de tankiness et un bonus de dégâts sur les cibles à proximité. C'est très bien, notamment pour tanker les plus gros packs de mobs et les plus gros niveaux de difficulté. Soit vous allez vous orienter sur l'énergie débordante qui elle va jouer énormément sur l'énergie crépitante. Personnellement, donc j'ai choisi la variante qui va s'orienter beaucoup plus sur l'énergie débordante, donc sur l'énergie crépitante, puisque du coup ça va nous permettre de reset nos CD en permanence et le gameplay devient assez absurde. Alors n'oublions pas du coup que comme on joue pas sur la virtuosité de Vir, on a quand même moins de tankiness que d'autres builds électriques et on peut se faire surprendre par des one-shots. Voilà, faut se méfier, notamment si on a un affixe coup dans le dos, des choses comme ça, faut bien se méfier. Après, dans la mesure où c'est un build, vous allez avoir énormément de mobilité, normalement ça devrait bien se passer, il n'y a pas trop de risques. Du coup en termes de gameplay, c'est assez simple à mettre en place. On va go dans un pack, on va balancer une Nova de Givre, notre armure de glace, notre ulti. Et là, on va spam notre sphère de foudre tout en ramassant de l'énergie crépitante. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, du coup, c'est de garder en permanence notre buff de réduction de dégâts grâce à notre compétence de base. Mais normalement, de temps en temps, on se retrouve un peu à court de mana. Donc le temps de ramasser un peu d'énergie crépitante, hop, on met un ou deux petits coups de fouet, histoire de stack un petit peu pour progresser vers le CC, réduire un peu son cooldown. Alors petit disclaimer avant d'attaquer le build à proprement parler, c'est pas un build que j'ai créé moi-même. En fait depuis que j'ai trouvé l'aspect qui permet d'avoir les sphères de foudre qui tournent autour de nous, je voulais essayer un build autour de ça. J'ai trouvé plusieurs sources d'inspiration un peu partout sur YouTube, sur différents sites de build et je m'en suis inspiré pour faire ça. Et du coup on va aborder la question de l'arbre de compétences. Donc l'arbre de compétences ça va être assez simple à monter, vous allez voir. On va donc aller chercher un max de bonus d'énergie crépitante pour pouvoir reset un maximum nos CD grâce à notre clé passive. On commence avec l'éclair de feu. Comme dans beaucoup d'autres builds, on va l'utiliser uniquement en enchantement pour appliquer de la brûlure en permanence sur nos adversaires et profiter de certains bonus passifs du sorcier. Ensuite, on met 3 points dans le fouet électrique avec ces deux passifs donc qui permettent d'attaquer une deuxième fois quand on tape une cible étourdie et de réduire les CD quand on tape des cibles étourdies. Pourquoi 3 points ici? Tout simplement pour accéder aux prérequis des compétences défensives, parce qu'on ne passe pas du tout par les compétences principales dans ce build là du coup. Au niveau des compétences défensives, j'ai mis 2 petits points en harmonie élémentaire parce que du coup c'est sur la fin. Et pourquoi 2 points? Parce que c'est ce qui me restait, j'ai pas un 3e point à mettre dedans et je trouve pas que ce soit spécialement utile. Et ensuite on va aller chercher les 3 classiques des compétences défensives, donc téléportation à 5 sur 5 pour réduire un maximum son CD. Comme c'est un sort qui applique des dégâts, malgré le fait que ça nous rende inarrêtables, ça implique quand même des dégâts, donc ça nous permet de proc des coups critiques et donc de faire proc nos passifs de foudre, mais qui plus est aussi de faire proc notre ultime. Et avec ça, on prend téléportation renforcée et téléportation flamboyante, histoire d'en réduire le CD quand on tape des ennemis, mais aussi de profiter d'une réduction de dégâts. Ensuite l'armure de glace avec l'armure de glace renforcée pour un peu de régène mana et la Nova de Givre avec Nova de Givre renforcée et Nova de Givre mystique pour la vulnérabilité. Au niveau des compétences de conjuration, alors ici on va juste mettre un petit point en lance de foudre. C'est pas du tout pour l'utiliser, c'est pour aller accéder à ses passifs. Premier passif qui est qu'après avoir infligé un coup critique, la lance de foudre bénéficie de chances supplémentaires de coups critiques.
donc c'est plutôt pratique, ça permet d'infliger de plus en plus de crits. Et le deuxième qui permet, donc lance de foudre invoqué, qui permet d'étourdir les adversaires quand elle inflige un coup critique. Ça fait une source de CC en plus. Comme le build joue énormément autour de l'étourdissement, c'est vraiment pratique de pouvoir CC, parce que du coup la lance de foudre va proc énormément durant notre ultime. Et après, de ce côté-là, on ne va prendre plus que des passifs, donc magie de précision pour les 15% de chance de coup de chance. Et ensuite, donc alignement des éléments, 1 point pour accéder aux 2 passifs suivants. Bouclier de mana qui nous permet de gagner une réduction de dégâts. Et protection qui nous donne une barrière à chaque fois qu'on utilise un CD. Au niveau des compétences de maîtrise, assez classique, on va prendre flamme intérieure à 1 point pour pouvoir accéder à brasier dévorant, 3 points. Plus de dégâts critiques sur les cibles en feu, sachant qu'on joue un maximum sur les critiques, ça sera bien pratique. Notre main sort, la sphère foudroyante, donc on la prend à 5 sur 5 évidemment. Si on peut avoir des points bonus comme c'est mon cas sur les jambes, on les prend. Moi j'ai plus 4 sur les jambes, ça me fait un 9 sur 5, c'est vraiment bien pour augmenter les dégâts. Au niveau des passifs, on va prendre la sphère foudroyante renforcée, pas trop le choix, ça augmente les dégâts en fonction de notre bonus de vitesse d'attaque, donc très pratique. Et la sphère foudroyante de sorcellerie, qui fait que lorsqu'une cible est touchée au moins 4 fois par une sphère, on va générer de l'énergie crépitante. Donc ça va permettre de générer de l'énergie crépitante qui va nous permettre de régénérer notre mana grâce au passif situé juste à côté, conduction revigorante. Lorsque vous absorbez de l'énergie crépitante, vous gagnez 12 points de mana. En fait, c'est notre principale source de régénération de mana dans ce build là. Et pour accéder à celui-là, on prend aussi des charges statiques. On la prend à 3 sur 3 parce que c'est pareil, ça nous permet de générer de l'énergie crépitante sur un coup de chance et les coups critiques. Du coup, plus on a de chance que notre coup de chance arrive, mieux c'est, puisque déjà on est dépendant de nos chances de coup critique. Au niveau des compétences ultimes, on prend le courant instable avec ces 2 passifs pour générer de l'énergie crépitante, ne pas consommer d'énergie crépitante pendant la durée de courant instable. Et au niveau des passifs, un petit point dans le courant continu, c'est pas très intéressant, c'est surtout pour accéder à l'électrocution, qui fait que les adversaires touchés par nos compétences de foudre infligent des dégâts en moins. Ça nous apporte encore de la tankiness qu'on va aller chercher un maximum, puisque comme je disais, sans la clé virtuosité de Vir, on perd un peu de tankiness par rapport au build qui utilise cette clé passive principale. Et donc la clé passive principale, j'en ai parlé, énergie débordante, l'objectif étant de permettre à notre énergie crépitante de réduire un maximum nos CD, et encore plus quand on tape des élites. Ça permet de spam l'ulti quasi en permanence, on l'a à peu près toutes les 10 secondes, sans parler des sorts défensifs à côté, la téléportation toutes les 2-3 secondes, le bouclier de glace qui régène énormément aussi. Bref, c'est vraiment le cœur de notre gameplay. Du coup, en termes d'organisation des compétences, en enchantement, on va utiliser l'éclair de feu et la sphère foudroyante. Ça permet de faire proc des sphères foudroyantes en plus sur un coup de chance, c'est vachement bien. Alors cette sphère foudroyante ne tournera pas autour de vous, dû à l'aspect, vous allez voir, l'aspect qui fait que les sphères tournent autour de nous. Mais elle restera sur place et elle tapera les ennemis, donc voilà, elle permet quand même de générer de l'énergie crépitante, etc. On passe maintenant à l'équipement. Alors du coup, dans l'équipement, on va utiliser 3 objets uniques. Il y en a un dont on peut se passer, un que j'ai malheureusement toujours pas eu la chance de drop malgré le farm que j'ai pu faire en donjon cauchemar notamment. Mais bon, voilà, c'est la loi du loot. J'ai pas drop, c'est comme ça. Donc du coup, le premier unique qui va être le corps unique, mais qui est d'ailleurs le corps unique de beaucoup de builds de sorciers, même de tous probablement, c'est le Raiment of Infinite, donc torse unique qui fait que lorsqu'on lance une téléportation, les adversaires sont attirés sur nous. Dans ce build là, comme on joue avec des sphères qui nous tournent autour, ça prend tout son sens puisque du coup on fait plus de dégâts aux cibles à proximité notamment, et ça permet vraiment d'apporter un énorme stéroïde de dégâts à notre build, notamment des énergies crépitantes. Donc j'ai pas eu la chance de le loot, le build est totalement jouable sans ça, hein, mais c'est voilà, vraiment un gros up. Deuxième unique qu'on va utiliser, ça va être l'héritage déçu, qui va augmenter nos chances d'infliger un coup critique d'un pourcentage de notre bonus à la vitesse de déplacement. Donc voilà, pareil, très important, puisque du coup on va jouer énormément sur les coups critiques dans le build. Vous l'aurez vu, hein, notamment grâce aux clés passives qui font que quand on affiche un coup critique, patati patata. Donc voilà, on va chercher vraiment énormément de dégâts crit et de chances de coup critique. Et ensuite, l'unique dont on peut se passer, on peut très bien jouer sans, mais c'est quand même pas mal, c'est le point du destin, qui donc fait que nos attaques infligent aléatoirement entre 1 et
jusqu'à 300% de dégâts de leur attaque, enfin de leurs dégâts normaux. C'est voilà, bah du coup des fois on va infliger moins de dégâts, mais on a quand même beaucoup plus de chances d'infliger beaucoup plus de dégâts. C'est vachement intéressant et ça permet de faire un bon stéroïde de dégâts. Et ensuite le gars en eux-mêmes joue sur énormément de coups de chance, donc c'est toujours pas mal avec un sorcier. Pour ce qui est du reste des items, du coup on va aller chercher certains aspects légendaires assez spécifique. Alors on va avoir moins de place à la variation que sur d'autres builds, bah forcément, hein, puisqu'on arrive dans le endgame, donc il y a quelques aspects qui quand même passent pas mal devant. Du coup moi sur la coiffe j'ai l'augmentation de l'armure à chaque fois qu'on tape un ennemi, donc bah, là j'ai la chance d'avoir un G-Max sur celui-là, donc je gagne jusqu'à 50% d'armure. Énormément de tankiness à porter ici, c'est vraiment super important vu qu'on veut sauter dans les packs de mobs. Donc là, le torse, normalement, on a le Raiment of Infinite qui du coup va nous apporter le pool. Là, bah, comme je l'ai pas, du coup, j'ai mis cet aspect-là qui donc augmente les dégâts sur les cibles inarrêtables. Donc tous les boss et les élites, quand on peut plus les étourdir, du coup, ils prennent des dégâts en plus puisqu'ils sont considérés comme inarrêtables. Et au passage, ça permet d'augmenter aussi la durée de nos effets de contrôle vu qu'on joue beaucoup sur l'étourdissement, c'est super intéressant. Alors évidemment les aspects, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur les mêmes items, ils sont limités à certains items mais vous pouvez toujours interchanger hein, forcément. Moi sur mes jambes du coup, donc j'ai mis l'aspect qui fait que lorsqu'on utilise une compétence de base, on réduit les dégâts qu'on subit pendant un certain temps. J'ai un jet à 5 secondes, c'est vachement pratique. Donc ça fait que de temps en temps il faut lancer un petit fouet électrique histoire de s'assurer une réduction de dégâts supplémentaires. Toujours pareil, hein, l'attaque finesse très importante sur le build. Un des aspects principaux du build, la sphère foudroyante tourne autour de vous, mais ses dégâts sont réduits. Donc bon, ça c'est pas très grave, la réduction de dégâts est vraiment anodine, hein, c'est pas énorme. Vous avez vu, j'ai pas un jet, j'ai pas un très bon jet, et pourtant je fais des dégâts quand même assez colossaux. Mais voilà, c'est super important parce que du coup les sphères vont rester autour de nous, sinon elles vont se déplacer lentement et ça perd vachement en intérêt. Du coup, suivant, c'est celui qui fait qu'on inflige des dégâts supplémentaires quand on a une barrière active. Et oui, qui dit spam de nos CD dit barrière en permanence et dit bah, qu'on fera des dégâts supplémentaires en permanence. Donc, aspect super important pour augmenter nos dégâts de façon drastique. Ici, donc, les cibles à distance ont 8% de chance d'être étourdies pendant 2 secondes lorsqu'elles vous infligent des dégâts. Ça, c'est vraiment anecdotique. La partie importante, c'est la suivante. Vous infligez des dégâts de 20 à 40% de dégâts supplémentaires aux cibles étourdies. Je vous ai dit, c'est un build qui joue énormément sur les cibles étourdies, donc bah, forcément, hein, ça va être super intéressant à aller chercher. Et sur l'amulette, donc là c'est le plus important, sur l'amulette on a un bonus de 50% à notre effet d'aspect. Et du coup on met l'aspect qui fait qu'on inflige des dégâts supplémentaires aux cibles immobilisées, étourdies ou gelées. Comme on va les geler avec la noix de givre et les étourdir très souvent avec nos sorts, bah du coup on va infliger très souvent des dégâts supplémentaires. Et vous verrez que c'est ça qui va augmenter vraiment de façon drastique vos dégâts, hein. Vraiment c'est super important. Au niveau des statistiques, c'est assez simple. On va aller chercher, bah, comme d'habitude, beaucoup de réduction du temps de recharge, donc sur la main secondaire, sur l'amulette et sur la coiffe. Et ensuite, bah, un max de chances de coup critique, un max de dégâts critiques de foudre aussi. Et un petit peu de coup de chance, donc coup de chance quand on a une barrière. Sur les jambes, on va prendre le plus de défensif possible. Réduction des dégâts des cibles à proximité, réduction des dégâts des cibles à distance. Bref, voilà, on va aller chercher un maximum de tankiness. Et voilà, et sur notre baguette, on va aller chercher bah, un maximum de trucs de dégâts sur cible étourdie, sur cible vulnérable. Enfin voilà, donc bah, comme d'habitude, hein, on va chercher un petit peu les stats qui vont nous permettre d'augmenter un maximum de dégâts hors des stats défensives et des main stats. Le plus important, ça reste réduction du temps de recharge, chance de coup critique, dégâts critiques et dégâts critiques de foudre. Concernant les aspects, si jamais vous n'en avez pas quelques-uns de ceux que j'ai pu citer juste avant, vous allez avoir quelques alternatives en attendant de drop mieux, ou alors si vous préférez dans votre confort de jeu. Vous pouvez avoir une alternative en termes de dégâts, mais qui est vraiment pour moi compliqué à placer, dans la mesure où c'est quand même beaucoup de choses à mettre en place. Donc où on inflige des dégâts supplémentaires aux cibles vulnérables quand on a une barrière. Ça fait plusieurs conditions à réunir, mais bah, de la vulnérabilité vous en appliquerez beaucoup parce que la Nova de Givre reviendra souvent, et des barrières comme je disais vous en aurez quasiment tout le temps. Donc normalement les conditions seront très souvent réunies en tout cas pour que vous infligiez un maximum de dégâts. Vous aurez ensuite l'effet qui permet de réduire les dégâts que vous subissez des cibles vulnérables. Alors certes vous allez les geler, mais des fois certains élites etc vous ne pourrez plus les geler pendant un certain temps lorsqu'ils sont inarrêtables après avoir pris un contrôle. Du coup ça fera que vous subirez un petit peu moins de dégâts, aussi des boss notamment. Donc c'est toujours intéressant à prendre, ça peut être une option défensive. Ensuite l'aspect qui permet de générer une barrière lorsqu'on tape un élite valable toutes les 30 secondes. Donc bah ça c'est pareil, quand vous taperez un élite vous prendrez un gros
gros bouclier, ça peut vous sauver la mise, vraiment. Donc voilà, c'est pareil, si vous préférez, si vous voulez un peu plus de défensif, c'est toujours une option viable. Et en dernier, on aura l'effet qui fait que lorsqu'on se fait taper alors qu'on n'est pas en bonne santé, on invoque une bulle magique qui nous rend invulnérable, donc elle dure jusqu'à 5 secondes. Et ça peut arriver une fois toutes les 90 secondes. Pareil, ça peut vous sauver pour le coup de one-shot et autres diversités qui pourraient vous arriver subitement, type on n'a pas vu une AOE au sol parce qu'il y a un gros pack de mobs, on reste dedans, l'élite explose, bam, ça aurait pu nous one-shot, bah là pour le coup ça ne one-shottera pas. Ça peut être une option défensive aussi, voilà, ça c'est des options, ça dépend de votre confort de jeu, mais aussi de quels aspects vous avez à disposition ou non. Bon, ensuite on va parler de notre tableau de parangon, et oui parce que ça va être le plus important en endgame, et ça peut être un joli micmac si vous n'avez pas trop suivi l'évolution du tableau. Donc du coup, on va aller chercher sur la première planche les dégâts non physiques, et ensuite les dégâts non physiques de nouveau, forcément, c'est augmenter nos dégâts un maximum. À côté de ça, on prend des clés qui vont bien. Ici, on récupère les 2 clés qui font des dégâts non physiques, et ici, pareil, la clé qui fait des dégâts non physiques, et la dextérité ici, les 2 clés de dégâts non physiques là. Au niveau du tableau suivant, du coup, on prend la surtension statique. Donc la clé légendaire nous permet de régénérer du mana lorsqu'on étourdit une cible. C'est super important pour pouvoir spam encore plus notre sphère de foudre. Ici, on va chercher les 2 clés rares qui du coup vont nous apporter ici un bonus de dégâts contre les cibles étourdies. Et ici, un petit peu de tankiness, donc c'est de la résistance de foudre. Hein. C'est surtout pour les 10 points d'intelligence qu'on va aller chercher en mettant une glyphe derrière qui va proc sur l'intelligence. Ici on va chercher le nœud rare avec encore une fois des dégâts contre les cibles étourdies, avec tous les petits nœuds magiques à côté, puisque du coup tous nous apportent des dégâts en plus. Ici les nœuds magiques, on prend les dégâts contre les cibles étourdies, les stats on s'en fiche un peu à moins qu'on ait besoin de dextérité pour notre glyphe. Ensuite du coup on va chercher le nœud paralysie, encore une fois des dégâts sur les cibles étourdies et un peu de mana bonus, ça sert toujours. Puis on va sortir vers la porte de gauche dans un premier temps. Ici, on va aller chercher la table maîtrise des enchantements. Donc ici, nœud rare équilibre élémentaire, des dégâts non physiques en plus, avec tous les bonus à côté qui nous apportent de la dextérité. Donc ça, c'est pour la glyphe qui va avec, parce que moi j'ai mis une glyphe qui utilise la dextérité, et les dégâts non physiques à côté. Évidemment, la glyphe ici. Ensuite, de ce côté-là, on va chercher élémentaliste, dégâts non physiques, encore une fois. Le maximum de vie, c'est du bonus, ça donne un peu de tankiness. Au niveau des clés rares, évidemment, tout ce qui est dégâts non physiques. Ici, ruine, dégâts non physiques, encore une fois, et bonus de dégâts aux élites, super important, 16% en plus, c'est vraiment pas négligeable. Donc pareil, là, on prend toutes les nœuds rares. Pourquoi ? Parce qu'il y a dégâts aux élites et dégâts non physiques. Et ensuite, on va aller sortir vers le haut. Et ici, du coup, donc c'est la table instant bouillonnant. Encore une fois, c'est pas du tout pour le nœud légendaire qu'on va la chercher. On vient chercher la glyphe ici. Ensuite, on va chercher le nœud rare de ce côté-là pour les dégâts sur les cibles en feu. Puisque du coup, comme on joue avec le trait de feu, on a tout le temps les cibles enflammées. Donc toujours pareil, hein, les nœuds rares, les bonus de dégâts aux cibles en feu. Ici, je suis passé par le petit nœud magique de réduction des dégâts par les cibles en feu. Un petit peu de tankiness en plus, on crachera pas dessus. Et ensuite, on va remonter. Donc, moi, j'en suis pas encore à ce stade-là, mais on va monter vers Petit Poubois qui nous permet d'augmenter encore une fois nos dégâts sur les cibles en feu et surtout nos dégâts contre les cibles élites. Et on va aller chercher les points qui vont autour. Et pour finir, du coup, donc on va parler des glyphes qu'on peut équiper. Il va y avoir plusieurs options, encore une fois, comme dans tous les builds, hein, on peut faire des variantes. Donc du coup, la première et la plus importante pour moi pour un sorcier, c'est enchantement qui augmente vos dégâts non physiques. C'est simple mais efficace, on ne fait que des dégâts non physiques avec le sorcier, donc évidemment on va très vite rendre très rentable cette rune. C'est une à monter, même si vous envisagez de changer de build, parce que du coup elle est valable sur tous les builds vu qu'on ne tape jamais en physique en sorcier. Donc voilà, vraiment c'est pour moi la glyphe la plus rentable à monter sur le sorcier et qui doit se trouver assez logiquement dans tous les builds, d'autant plus que le bonus complémentaire augmente nos résistances en fonction de nos enchantements. Donc là du coup dans notre cas de figure on augmente notre résistance au feu et à la foudre de 13%, c'est quand même plutôt confortable. Ensuite on va trouver du coup flamme nourricière, donc qui augmente les dégâts sur les cibles en feu et avec le bonus supplémentaire qui augmente les dégâts directs aux cibles en feu. Donc pareil, super intéressant dans la mesure où on va chercher à enflammer tout le temps les cibles pour notamment avoir le bonus de dégâts critiques. Donc du coup voilà, super intéressant aussi, hein, ça va très vite et très rapidement ça augmente drastiquement les dégâts qu'on va faire sur nos ennemis.
La glyphe de contrôle qui augmente les dégâts sur les cibles subissant un effet de perte de contrôle. Et le bonus supplémentaire qui augmente encore les dégâts sur les cibles sur lesquels on a fait du contrôle. Donc voilà, c'est pareil, super intéressant et super facile à faire passer en plus, puisque c'est de la dextérité et que la dextérité augmentera nos chances de critique. Territoire qui augmente les dégâts sur les cibles à proximité. Vous voyez, elle est pas si bien montée que ça, la mienne encore, mais ça va venir, hein. Donc les dégâts sur les cibles à proximité et qui réduit aussi, le bonus complémentaire réduit les dégâts qu'on subit des cibles à proximité. Donc ça nous apporte à la fois des dégâts et de la tankiness. C'est super intéressant à utiliser aussi. Ensuite, on va aussi pouvoir utiliser du coup donc exploitation qui augmente nos dégâts sur les cibles vulnérables et qui en bonus complémentaire augmente nos dégâts quand on tape une cible vulnérable et qu'on peut stacker jusqu'à 10%. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi. Alors on peut aussi utiliser la glyphe d'adepte qui va augmenter les dégâts de nos compétences de maîtrise. Donc la sphère est une compétence de maîtrise et qui en bonus complémentaire augmente la zone d'effet de nos compétences de maîtrise. Donc bah oui, du coup la sphère aura une plus grande zone d'effet et tapera plus. Alors c'est pas vraiment un must-have la zone d'effet, par contre les dégâts peuvent être vraiment intéressants. Et voilà, c'est tout pour la présentation du build et de comment le monter. Vous voyez donc que c'est un build qui fonctionne assez simplement. Il a le mérite d'être simple à jouer. Ça demande peu de kiting, contrairement au build de glace, au build d'éclat de glace qui va demander de pas mal kite les ennemis. Là, on peut littéralement sauter dans des packs de mobs, mettre des sphères dans tous les sens. On court partout, donc on a énormément de mobilité. Ça permet de dodge, beaucoup d'AOE, etc. La téléportation tout le temps, pareil, une mobilité énorme. Voilà, ça apporte vraiment énormément. C'est un build que je conseille beaucoup si vous voulez jouer un sorcier mais qui va s'orienter assez tanky. De toute façon, le build électrique du sorcier vont tous avoir pas mal de tankiness à offrir généralement. Perso, je jouais énormément le build éclat de glace, j'ai essayé ce build et j'ai trouvé ça vraiment super agréable à jouer. C'est super confortable, on a l'impression de rouler tranquillement notre boss avec un build pas spécialement opti. Voilà, des items un petit peu, alors j'ai choisi des items, hein, évidemment j'ai farm un petit peu pour choisir quelques items et avoir quelques stats correctes, mais sans pour autant que ce soit de l'item ultra opti et avec un niveau de parangon relativement limité, hein, aux alentours du niveau 80. J'arrive à faire du cauchemar 40 sans vraiment trop forcé. Alors je suis pas à l'abri d'un one shot évidemment, hein, comme je reste un sorcier malgré tout, mais quand même c'est compliqué de me tuer. J'ai réussi à face tank des bouchers en 35+. Enfin vraiment c'est vraiment super confortable à jouer comme build, super agréable. Je vous mets le lien du D4 build juste en dessous de la vidéo, histoire que vous ayez tout sous la main facilement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que vous allez kiffer le build, vraiment super kiffant. Il y a du coup, comme je disais au début de la vidéo, une autre variante du build sphère de foudre qui elle va jouer avec la clé virtuosité de Vir et qui du coup va beaucoup plus se baser sur de la tankiness et les coups critiques des sorts. Moi j'ai préféré cette version énergie crépitante parce qu'elle est vraiment agréable à jouer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et on se retrouve dans une semaine pour la vidéo suivante. A plus!